Bonsoir Bouba, Madame Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invitée Innocence Ntap Ndiaye est la présidente du Haut Conseil national du dialogue social. Vous sortez d'un atelier de formation en faveur de la presse, à l'issue duquel vous avez mis sur pied un réseau de journalistes du dialogue social avec à sa tête notre confrère de la RTS, François-Xavier Thiaw. Quel est l'intérêt d'un tel réseau dans le cadre de votre mission? Vous me permettrez d'abord bien sûr de vous présenter les vœux ainsi qu'à tous les Sénégalaises et Sénégalais qui nous regardent ce soir. Et santé, prospérité et beaucoup de paix pour le Sénégal. Amin. Pour ce qui concerne cet atelier, nous l'avions organisé à l'intention effectivement d'une trentaine de journalistes issus de beaucoup d'organes de presse et qui ont suivi pendant 3 jours les travaux de façon très assidue, il faut le dire. Et l'intérêt, c'est que après la mise sur pied de l'institution, nous avons après donc premièrement mis en place les différentes structures et les commissions au sein de l'institution qui sont au nombre de 5. Et nous avons élaboré et formulé le plan triennal. Il fallait maintenant faire en sorte qu'on puisse vulgariser les missions du Haut Conseil. Vulgariser ces missions, mais aussi faire en sorte que les populations s'approprient cet instrument qui est éminemment important dans l'apaisement du climat social de façon générale. Nous l'avons fait avec beaucoup d'engouement et nous avons rencontré aussi l'adhésion des journalistes, ce qui a conduit aujourd'hui à la mise sur pied de ces réseaux. C'est important pour nous parce que le dialogue social est un nouvel instrument et juste après la mise sur pied de l'institution, on s'est rendu compte que beaucoup de Sénégalais ne savent pas ce que c'était le dialogue social. Tantôt, on confond l'institution, le Haut Conseil du dialogue social, avec le Conseil économique, social et environnemental. Tantôt, on confond les missions du Haut Conseil du dialogue social avec les missions de la médiature de la République, ce qui est tout à fait différent. Tantôt, on confond même l'institution à, bien sûr, le Comité national du dialogue social, qu'il a quand même remplacé, il faut le dire. Mais quelle est justement la différence entre le Haut Conseil du dialogue social et le Comité national du dialogue social que votre organisation ou institution a remplacé? En vérité, du point de vue des missions, il n'y a pas véritablement de changement. Mais du point de vue, bien sûr, de l'organe, il y a du changement. Parce que le CNDS était une sorte peut-être d'association tripartite. Aujourd'hui, l'institution pour laquelle en tout cas, j'ai eu l'honneur de présider est composée de 30 membres issus de certains ministères clés, issus du patronat et issus également du monde du travail. Donc, plus précisément, les organisations patronales les plus représentatives et les organisations de travailleurs les plus représentatives à l'issue, bien sûr, des dernières élections de représentativité. Ils sont au nombre de 10 pour chaque parti, donc une trentaine de membres, tous nommés par décret. Ils sont tous nommés par décret par le chef de l'État. Donc, ils bénéficient de la confiance du chef de l'État et la présidente est ainsi un secrétaire exécutif qui est à mes côtés, justement, pour l'atteinte des objectifs. On peut dire que vous avez du pain sur la planche avec un front social en ébullition, échec de négociation par-ci, dépôt de préavis de grève par-là, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Que faites-vous pour éviter le feu, l'incendie? Oui, il faut rappeler que nous avons été installés en pleine crise de l'éducation. Mais nous avons rejoint le groupe de médiateurs sociaux qui s'est constitué de façon tout à fait spontanée, à savoir les membres de l'Assemblée nationale et les membres du Conseil économique et social, justement pour éteindre le feu. Mais après, justement, la signature donc, du procès verbal, nous avons organisé en relation avec le ministre de l'Éducation cette session de pré-rentrée spéciale qui a conduit justement au déjeuner avec le chef de l'État. Vous avez été de bons sapeurs-pompiers? Je pense oui, puisque nous avons en tout cas eu 3 à 4 mois d'accalmie. Il s'agit aujourd'hui de revisiter justement les points d'accord,
de voir les niveaux d'exécution pour chaque point et de nous retrouver à nouveau avec les syndicats. Parce que le feu couvre toujours sous la cendre. Oui, bien sûr, pour parce utiliser que cette image. Nous avons dit au cours de cette session de pré-rentrée qu'il était en tout cas normal qu'on puisse se retrouver tous les 4 mois pour s'asseoir et discuter. Et c'est cette réunion-là, le comité de suivi, je pense, est convoqué pour le 19. Et après, nous allons aviser avec les ministres de tutelle. Vous pensez que vous allez arriver à éviter une grève dans le secteur de l'éducation? C'est notre souhait et je pense que c'est aussi zéro, vraiment. C'est vraiment notre souhait et c'est le souhait aussi de certains des partenaires sociaux. Mais ils ont droit à l'information. Oui. Ils ont droit à l'information. Ils ont droit véritablement au suivi, en tout cas du protocole, conformément aux recommandations, pour ne pas dire à ce que le chef de l'État, en tout cas, a demandé. Autre secteur névralgique, sensible, c'est aussi la santé. Là aussi, ce n'est pas la paix, ce n'est pas le calme plat, non? Oui, mais enfin, moi, c'est relatif parce que nous sommes en discussion quasi permanente, en tout cas, avec le syndicat de la santé. Les syndicats de la santé, puisque nous avons le SAMES, nous avons le SUTSAS, nous avons d'autres, bien sûr, syndicats qui sont affiliés à la CNTS et nous sommes en discussion. Nous avons organisé effectivement, dans le cadre de la santé, une rencontre avec Madame le ministre de la Santé, justement pour essayer d'aller vers des élections dans le secteur. Parce qu'il faut reconnaître que ce sont des secteurs qui méritent véritablement que l'on puisse connaître quelles sont les organisations les plus représentatives, parce que cela nous permettrait d'avoir des interlocuteurs pour pouvoir mieux gérer justement les dossiers et enregistrer moins de conflits. Toujours est-il que vous avez une mission de conseil, vous n'avez pas un pouvoir de coercition, de contrainte. Est-ce que ce n'est pas une limite objective, surtout quand on entend souvent, il faut le dire, les syndicats dans presque tous les secteurs dire oui, l'État n'a pas respecté sa signature, n'a pas respecté ses engagements. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour amener l'État peut-être à respecter sa parole, ses engagements? Par le dialogue. Si cela est prouvé que l'État ne respecte pas ses engagements. Par le dialogue. L'institution, le Haut Conseil du dialogue social est aujourd'hui une institution où nous avons tous les acteurs sociaux, dans lequel siègent tous les acteurs sociaux. Comme je vous l'ai dit, nous avons les travailleurs, les syndicats, nous avons le patronat, nous avons l'État. C'est le cadre approprié pour engager toutes les discussions qui concernent les travailleurs. Et nous le faisons au quotidien et avec eux à nos côtés. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin d'être une force contraignante. Nous sommes là juste en garde-fou pour les uns et pour les autres. Donc, nous sommes équidistants de tous ces acteurs, mais avec une capacité d'anticipation et aussi de persuasion. Oui, mais jusque-là, vous n'êtes pas frustré, vraiment? Non, je ne pense pas. Aucune frustration de n'avoir pas pu faire plus, mieux? Non, pas encore, parce que quand même, nous ne sommes pas encore à 1 an de l'existence du Haut Conseil. Nous sommes exactement à 1 an moins 1 mois, puisque nous avons pris fonction le 4, sinon même le 27 mars 2015. Et je pense que nous avons déjà des acquis. Et ces acquis, c'est la formulation du plan triennal. Et aujourd'hui, c'est 4 jours ou 3 jours de travaux avec les journalistes, parce que tout simplement, ils vont nous aider à sensibiliser. Mais on est bien d'accord, ils ne feront pas de propagande pour vous. Ils ne feront pas de propagande. Ils ont une mission d'information. Tout à fait. Mais pour informer, il faut être outillé. Oui. Si vous n'êtes pas informé dans le code du travail, dans les relations professionnelles, dans les normes internationales du travail, telles que édictées par le Bureau international du travail, vous ne pourrez pas informer. Parce que le monde du travail est un monde assez spécialisé. Et nous avons constaté que dans la relation, vous me direz que c'est encore, c'est pas une critique, elle est objective. Peut-être que parfois dans la relation des faits, un journaliste ou un autre peut ne pas présenter véritablement parce que tout simplement il n'est pas outillé. Et on leur a donné des exemples et je pense qu'ils ont adhéré. Ils sont là pour faire la promotion du dialogue social, pas la promotion de
même peut-être pas de l'institution, mais de la matière. Très bien. François-Xavier Thiaw, à qui nous faisons un clin d'œil et qui est à la tête de ce réseau des journalistes du dialogue social. Parlons du budget de l'État, 3022 milliards de francs CFA, mais ça aiguise forcément des appétits. Chacun n'a-t-il pas raison finalement de réclamer sa part du gâteau? Est-ce que ce n'est pas ça qui explique quelque part aussi cette ébullition? Je pense que tout pays, tout acteur conscient en tout cas des défis auxquels justement les gouvernants sont confrontés, souhaite que son pays avance, aille dans décolle. On a vu aujourd'hui le montant du budget qu'on compare à celui d'il y a 2 ans ou d'il y a 5 ans. Mais nous pensons que c'est tout à fait une bonne chose. Que cela aiguise des appétits. Ici, l'argent fait notre bonheur, ne boudons pas notre plaisir, mais justement, on sait que l'argent, c'est le bruit. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudra plus de justice sociale, justement? Mais justement, parce que c'est ce que nous recherchons. La justice sociale était au cœur des débats, justement, qui ont eu cours au niveau de l'atelier. Une bonne répartition des ressources de l'État. Et je pense que les 3 acteurs mis ensemble vont se retrouver. Au niveau des entreprises, puisque c'est la cellule la plus petite, si vous voulez, de ce que nous faisons, il faut que les travailleurs sachent ce que l'employeur peut faire, que l'employeur sache que pour qu'il ait du résultat dans son chiffre d'affaires, son management, il faut que les ressources humaines qui sont dans son entreprise aussi vivent de façon décente. Il y a un lien, forcément. Oui. Donc au niveau macro, c'est également la même chose. Le capital humain est tellement important qu'il faut outiller tous les travailleurs du Sénégal pour un mieux-être, pour que justement on puisse atteindre en définitive cet objectif d'émergence. À côté de la fracture sociale, il y a la facture sociale qu'il faut nécessairement payer. Qui doit payer? Les acteurs, les 3 acteurs. Parce que l'apaisement du climat social a un coût. Et ce coût-là, c'est l'État, c'est le patronat. Vous avez entendu ce débat entre le ministre des Finances et le patronat. La création massive d'emplois qui fait partie aussi des piliers des normes internationales du travail, elle doit reposer sur qui? C'est l'État, le patronat, c'est les travailleurs. Alors, Innocence Ntap Ndiaye, il y a aussi ce dossier brûlant que vous gérez, l'élection de représentativité syndicale dans le secteur éducatif. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de syndicats. Parfois, se pose même un problème d'interlocuteur. Où en êtes-vous? Non, en fait, en vérité, les élections de représentativité relèvent pour ces élections du ministère de l'Éducation, ministère de la fonction publique et certainement du ministère du Travail. Mais nous allons bien sûr siéger peut-être si ces ministères, il advenait qu'ils créent une instance de concertation pour aller vers ces élections. De supervision. Vous êtes presque une Sénat naturelle, comme on le dirait dans le domaine politique, électoral. C'est vous qui le dites, mais en tout cas, on va surveiller le processus de manière à ce qu'il n'y ait pas de contentieux ou de pré-contentieux. Elles auront lieu quand ces élections, si vous êtes dans le secret des dieux? Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'elles se passent en 2016. Très bien. Mais pas de date précise. Le processus, pas de date encore précise, pas à ma connaissance. Il faut avoir une date aussi dans ce domaine. Bien sûr. Ce qui nous sert de transition, on ne sait pas quand est-ce que la prochaine présidentielle va se tenir. Selon la Constitution, c'est en 2019. Mais il y a eu cet engagement du président entre-temps de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Vous êtes favorable à une réduction? Je pense que parce que vous avez une casquette sortez politique aussi. Vous sortez un peu du cadre de discussion, mais il faut oser. J'ai un point de vue, bien sûr, tout à fait personnel par rapport à cela, mais ce point de vue qui est fondé sur ma qualité, si vous voulez, de juriste. Moi, principalement, je pense que c'est à cela. Je suis en train de mener cette réflexion parce que, elle n'est pas terminée? Elle n'est pas terminée parce que, vous savez, je vais faire un petit rappel. Vous ne pouvez pas nous dire si vous êtes favorable à un septennat ou à un quinquennat? Parce que le temps qui nous est compté est terminé. Oui, parce que je suppose que le président a été élu sur une base de 7 ans. Il a fait un engagement. Aujourd'hui, il s'agit de voir, pour le juriste que je suis, je relativise la valeur juridique de cet engagement. Il y a la morale, il y a l'éthique, il y a le droit.
Donc, c'est un lien à faire. C'est un lien à faire. Donc, il y a quelque chose de tout à fait personnel qui lui revient, mais il y a également, comme on dit, peut-être pas la clameur populaire, oui, mais il y a justement tous ces citoyens et Sénégalaises, Sénégalais qui l'ont entendu et qui voudraient qu'ils réduisent. Qu'il réduise ou qu'il respecte son engagement. Pas qu'il réduise, mais qu'il respecte. Très bien. Alors, une dernière question, une politique, parce que vous l'êtes à la tête d'une institution sociale, au Conseil du dialogue social. C'était mal vu par certains syndicalistes quand même. Le regard a-t-il changé? Oui, je pense que ça, mal vu, c'est trop dire. C'est-à-dire, il y a eu bien sûr des voix discordantes, mais l'un dans l'autre, je pense que, je le dis avec beaucoup de modestie, nous essayons, tant bien que mal, de mener notre mission à bien, en tenant compte de tous les paramètres, en distinguant ce qui relève de la politique et ce qui relève de l'institution à la tête de laquelle je suis. On vous écoute maintenant? On m'a toujours écouté. Tout le monde? Tout le monde. Même ceux qui étaient réservés? Même ceux qui étaient réservés. Et je vous assure que j'ai même reçu des excuses de quelqu'un qui pensait que je n'aurais pas pu. Donc moi aussi, personnellement, j'ai dû faire une mutation personnelle par rapport à la fonction. Et ça, vraiment, je le dois au dialogue social aussi. Très bien. Voilà. Je le dois au dialogue social. Le dialogue social mène à tout finalement. Merci. Merci Madame Ndiaye. Innocence Tap est la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Vous venez de mettre sur pied le réseau des journalistes du dialogue social. C'est tout, Bouba, pour ce soir. Demain jeudi, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, bonsoir.